Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Alors on va faire un petit update au niveau des marchés US. Donc la dernière fois que j'avais fait un petit update, j'avais discuté de la fin de la tempête. Bon, j'avais utilisé le mot tempête, c'est bien évidemment une exagération. C'était pour un... Vous savez, sur YouTube, il faut toujours un petit peu exagérer dans les titres. Donc voilà, j'avais parlé un petit peu d'un potentiel de fin de la tempête. Alors c'est vrai qu'on a corrigé, on attend, beaucoup de monde attend de corriger à peu près de 10-15%, ce qui serait même pour moi idéal. Mais c'est vrai qu'avec tout l'argent injecté sur les marchés, je pense qu'il est difficile d'atteindre ce 10%, voire plus. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est plus difficile parce qu'on a quand même beaucoup d'argent. Vous voyez, il y a une époque où on avait, moi à l'époque où j'ai commencé, c'était en 2018, il y avait beaucoup de corrections de 10%, j'étais habituée à ces corrections-là. Et en fait, là, on pouvait voir, vous voyez ici, vous voyez que justement, l'argent, en quelque sorte, injecté, tous les assets de la Fed, étaient en diminution ici. Donc, vous voyez, comparé à ici, on est dans un autre scénario. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, beaucoup attendent le 10% de correction, mais peut-être que le marché a la difficulté justement à corriger parce qu'il y a beaucoup d'injections. Donc, voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc il faut surveiller quoi? Il faut surveiller aussi la Fed le mois prochain quand elle va annoncer le tapering. Mais pour moi, vu tous les annonces qu'elle a fait au niveau du tapering depuis vraiment quelques mois, je pense qu'il y a quand même une partie qui est pricée. Le tapering ne veut pas dire on arrête les injections, ça veut juste dire qu'on va diminuer un petit peu plus les injections. Donc peut-être que ça peut ensuite potentiellement créer un peu plus de volatilité, mais cependant on injecte toujours. Donc c'est quand même positive en général pour les marchés. Donc là, on regarde. Donc au niveau du S&P 500, donc là pour l'instant, on a un potentiel d'aller vers les... faire potentiellement déjà tester les derniers plus hauts, hein, vers 4550, et ensuite d'aller toucher le haut de cette trendline ici. Donc ça c'est pour actuellement par rapport à ce qu'on a. Moi comme je disais dans mon ancienne vidéo justement de fin de la tempête, je disais que j'étais déjà longue. Donc parce que de toute manière sur les marchés actuellement, sur les indices, de manière générale, c'est quand même une tendance haussière, hein. On n'a pas fait de nouveaux plus bas plus bas. Donc pour l'instant, on est toujours en tendance haussière. Donc ça, c'est au niveau des projections en quelque sorte sur du moyen terme. Après, là, on va dire que prendre une position ici, c'est toujours plus risqué au niveau du risk reward de corriger un tout petit peu peut-être pour revenir vers ici. Pourquoi? Ben déjà, vous voyez, le VIX, il est déjà sur un niveau support. On a cassé, donc bon là on avait un nouveau support qu'on a bien cassé, là on a un autre niveau support ici qu'on vient de recasser. Donc là le VIX c'est un potentiel à ce qu'il revienne tester, vous voyez ce niveau vers ici, voilà, vers ici, ce qui nous mènerait sur les futurs à peu près vers ici. Donc vers un plus haut. D'ailleurs, bon, je n'utilise pas trop le RSI par exemple, mais si je le rajoute, vous voyez, ça pourrait peut-être nous emmener le RSI vers la zone overbought, vers ici, si on fait une grosse bougie de nouveau. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du S&P 500. D'ailleurs, on peut constater que cette semaine, alors je vais juste retrouver le titre. Oups. Alors, voici. Alors, cette semaine, nous avons l'OPEX et nous avons donc un niveau d'exposition gamma assez élevé, ce qui implique que les market makers ont dû acheter plus pour hedger leur position. Donc, c'est pour ça que ça monte aussi fort. Cependant, il va falloir déboucler les positions vendredi ou avant vendredi. Ça peut avoir un petit impact sur les marchés temporaires, hein, parce qu'on peut voir dans le passé, par exemple, je vais vous montrer, au niveau des OPEX, il y a souvent un petit impact, une petite chute, hein, comme vous pouvez constater ici. Donc ça crée un peu plus de trous, de volatilité. Donc voilà. Mais d'une manière générale, pour l'instant, moi personnellement, je trouve que ça reste quand même de manière générale haussier. Je peux me tromper, mais pour l'instant, c'est ce que le graphique me dit. Aussi, au niveau des taux, on peut voir que ça aussi, on est dans un environnement risk-on depuis qu'on a cassé ce niveau ici. Alors, risk on, c'est un environnement donc là où il y a moins de risques, donc les gens vont dans des titres plus volatiles. D'ailleurs, justement,
pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la fin de la tempête, je disais justement que, par exemple, on était dans cet environnement-là de risk-on et que dans un environnement de risk-on, le BTC, le Bitcoin, est souvent avantagé parce que c'est quelque chose de plus volatile. C'est un actif quand même considéré sensiblement volatile. Donc, ça reste un actif qu'il est mieux d'avoir dans un environnement risk-on. Et risk-off, c'est quand, vous voyez, les taux 10 ans diminuent. Donc c'est pour ça que je disais que le marché allait remonter dans le sens où le marché obligataire me disait qu'on rentrait dans un environnement risk-on, donc ce qui était positif en quelque sorte pour les marchés. Après, on peut regarder au niveau du sentiment rapidement. Vous savez, le Investor Survey, Sentiment Survey, donc le sondage sentiment pour AAII. Donc ça, en fait, bon, je ne l'utilise pas vraiment beaucoup, sauf que justement dans mon cours de CMT, ce qui est intéressant de dire, c'est que la zone de neutralité ici, qui est en rouge ici, lorsque la zone de neutralité est quand même assez élevée, c'est là où ça précède le plus les plus gros mouvements. Donc ce n'est pas forcément lorsque le sentiment est bullish ou bearish, mais plutôt quand le sentiment est partagé vraiment dans la neutralité et par exemple bearishness, donc le côté bearish. Donc là on pouvait voir qu'on avait les deux ici qui étaient quand même assez élevés justement, donc fin septembre. Donc voilà, ça aussi c'était bon à savoir. Autre chose aussi, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, je vais peut-être mettre ça sur le plus court terme, dans 5 ans, on va regarder. Voilà, donc vous vous rappelez, en juillet, fin juin, juillet, on disait que le margin debt avait, vous voyez ici, baissé dans cette période-là. Et bien là, il a repris. Et là, on peut constater que qui dit margin debt dit qu'il y a vraiment de la dette pour investir. Donc, du coup, vous voyez ici que la reprise justement du margin debt maintenant peut encourager aussi les marchés à monter parce qu'on peut constater que des périodes de margin debt, comme vous voyez ici, après la crise du Covid, il y a eu bien évidemment les taux d'intérêt qui étaient assez bas et donc une hausse de la dette. Donc voilà, donc si je reviens sur du 10 ans, vous pouvez voir par exemple depuis 2018 déjà qu'on rentrait vous voyez, dans un environnement où en fait la Fed retirait de l'argent du système financier, comme vous pouvez constater ici, on était dans une pente descendante, donc à partir de 2018, et on pouvait voir justement l'impact sur, vous voyez, le margin debt ici, qui était aussi une pente descendante ici. Donc voilà, donc ça crée un peu on va dire des trous de liquidité, parce qu'il y a moins de gens et il y a moins d'argent dans le système. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Donc pour revenir au VIX, comme je disais, je ne serais pas étonnée de voir un petit pop, une petite hausse rapide, dans le sens où, vous voyez, attendez, Bollinger Band, hop, dans le sens où, vous voyez, on est quand même assez loin de la moyenne centrale de 20 jours. Donc bon, voilà, ça peut être effectivement, on peut avoir un petit rebond à ce niveau-là, au niveau du VIX, donc avant de repartir pour des niveaux plus hauts. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, c'est pareil. Donc là, on peut sortir de la Bollinger et ça va potentiellement concorder avec l'expiration des options. Donc comme je disais sur mon Twitter ici, avec le gamma exposure, on va débloquer quelques positions. Donc ça risque un petit peu d'être un petit peu plus turbulent vers ici. Et ensuite, on va repartir. Donc jusqu'à la fin de l'année, bon, pour l'instant, jusqu'aux annonces vraiment de tapering, pour l'instant, bon, le graphique reste toujours bullish. La seule chose qui peut inquiéter, c'est peut-être le phénomène, alors je vais vous montrer ça, phénomène de stagflation qui est en fait une baisse de la croissance du GDP alors que l'inflation continue de monter. Donc là, vous voyez ici, effectivement, on a une baisse un petit peu de la croissance du GDP ici dans le Leading Economic Index, donc c'est un indicateur leader. Et on peut voir, par exemple, ici, je vais revenir, et voyons donc, je vais pas le retrouver, hop.
et l'inflation qui continue de monter. Donc, un phénomène de stagflation, c'est quand justement le GDP, la croissance du GDP baisse et que nous avons toujours une forte croissance. Donc, on est plus dans un phénomène de risque de stagflation que d'inflation généralisée. À moins que l'inflation continue à rebaisser. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément ce que nous dit les taux 10 ans. Comme vous pouvez constater ici, on a quand même une hausse. Et aussi, si... par exemple, je vais changer un petit peu ça, on va enlever le Bollinger et on va comparer avec le taux 2 ans. Hop. Donc le taux 2 ans, donc le taux 2 ans a une forte croissance depuis le mois d'octobre, comme vous pouvez constater. Alors le taux 2 ans, c'est celui qui met un peu plus de pression en quelque sorte sur le taux fédéral parce qu'il est vachement corrélé par rapport au taux fédéral, taux directeur. Donc je vais vous montrer après. Mais là, on a vraiment donc, le taux 2 ans qui commence un petit peu à popper de manière assez importante. Donc là, on voit bien, vous voyez ici, ça c'est signe encore d'inflation. Et puis ça aussi, et justement, je vais enlever celui-là. Donc j'ai enlevé le taux 10 ans et j'ai mis le taux fédéral pour le comparer avec le taux, vous voyez, 2 ans. Donc le taux 2 ans, c'est taux court terme. Donc vous voyez une corrélation assez importante entre les deux. Donc vous voyez que justement le taux fédéral quand il monte, donc on a aussi le taux 2 ans qui monte et vice versa. Donc là, le fait que si je dézoome, enfin je zoome plutôt, donc là on peut constater, vous voyez par exemple que le taux 2 ans commence un petit peu à monter. Vous voyez, d'ailleurs quand on zoome, vous voyez ici, il commence un petit peu à monter et le taux directeur reste en bas. Donc ça peut mettre, si ça continue de monter de manière vraiment beaucoup plus accélérée, ça peut mettre une pression, donc c'est certainement courant 2022, hein, ça ne va pas se faire demain, une pression sur le taux fédéral pour augmenter les taux aussi. Donc vous pouvez constater qu'ils sont très corrélés les deux. Et généralement, donc on va faire un petit comparatif, ça c'est pour vous aider au niveau des cycles économiques, ça vous donne une plus grande perspective. Hop, donc je vais enlever ça, voilà. Hop, on va mettre ça en mensuel. Vous voyez, généralement, lorsque les taux 10 ans et les taux 2 ans montent tous les deux, à un moment donné, on va augmenter les taux directeurs aussi. Et quand ces deux taux-là commencent à redescendre en même temps, là, en fait, il y a un risque de récession qui commence un petit peu à arriver. Donc voilà, vous pouvez constater ici aussi. Ils sont montés tous les deux. Donc ça c'est vraiment la dernière phase où ils montent tous les deux. Donc inflation. Et ensuite, tous les deux commencent à baisser. Et là, ça peut être beaucoup plus sensible au niveau des marchés. Le marché, c'est plus sensible quand les taux baissent, hein, donc on est dans un environnement risk-off, donc plus sensible. Et lorsque les taux montent, on est dans un environnement risk-on. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas. Mais vous pouvez constater que le taux 2 ans commence un petit peu à accélérer. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Donc tout ça, c'est au niveau des indices. Aussi, autre part important, le Dow Jones Transport. Donc là, c'est le secteur transport. Alors c'est vrai que le secteur transport, vous voyez, depuis le mois de mai, il commençait un petit peu à être beaucoup plus sensibilisé. Mais là, on peut constater qu'on a eu une grosse cassure ici. Et quand le secteur transport monte avec les indices majeurs, c'est plutôt bon signe pour les marchés en général, sur du moyen terme, bien évidemment. Et donc là, il nous manque un petit peu le Russell, par exemple, le Russell qui lui, excusez-moi, qui reste un petit peu dans sa zone, hein, vous voyez ici. Mais si le Russell aussi casse cette zone-là de consolidation depuis février 2021, aussi ça peut être beaucoup plus positif sur les marchés. Mais cependant, déjà, le fait que le transport ait cassé ici cette tendance-là, ça démontre un petit peu de reprise sur les marchés parce que lorsque le Dow Jones Transport et les indices majeurs montent ensemble, c'est plutôt positif dans l'ensemble au niveau des marchés. Donc voilà, au niveau du Bitcoin, BTC USD. Au niveau du Bitcoin, donc là on est toujours sur la résistance qu'on a bien cassée ici. Hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc quand je dézoome, vous pouvez constater au niveau du Bitcoin, bon là, ok, je suis sur un portrait hebdomadaire, je peux aussi aller sur un portrait
mensuel, donc je ne vais pas aller sur le mensuel parce qu'après on va me dire que c'est pas la clôture du mois encore, mais cependant ça donne une idée. Moi pourquoi j'aime ça, regarder les cross photos, c'est pour avoir vraiment toutes les informations. C'est parce que plus vous prenez des photos avec des horizons long terme, plus vous avez l'information intégrée sur la photo. Donc c'est pour ça que je regarde beaucoup les longs termes. Parce qu'aussi je travaille, je fais pas du day trading, donc je travaille plus à moyen terme, long terme, donc c'est pour ça. Donc là, on peut constater au niveau du weekly, on a bien cassé la résistance ici. Vous pouvez voir dans le passé que quand on casse ces résistances ici, ça pousse de manière assez intéressante. Bon, ça ne va pas forcément pousser de la même façon parce qu'on a déjà une grande capitalisation sur le Bitcoin par rapport à dans le passé ici ou ici. Mais cependant, c'est quand même, vous voyez ici aussi, les cassures du Bitcoin sont quand même assez puissantes. Donc ça marche bien en trend following, en breakout à ce niveau-là. Donc voilà, donc au niveau du Bitcoin, 70 000, 75 000, déjà c'est pas mal. C'est vrai que le 90 95 000, ce sera encore mieux. Donc sur le Bitcoin, je suis toujours aussi à la hausse à terme, à moyen terme. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve donc une prochaine fois.